et Ouattao le confirmera d'ailleurs fin mars, un des chefs rebelles importants dans l'histoire. Ils vont, qui œuvre donc depuis 2002, lui, comme idée, ils vont donc accepter à ce moment-là de se coordonner. Il est très fiers de lui parce qu'ils n'auront mis que 3 semaines. Donc en fait, entre le 3 mars et le 28 mars, le jour du massacre, comme vous voyez bien, c'est 3 semaines, quelques jours. Or, dans le même temps, des journalistes vont trouver que la France a livré à peu près 300 treillis également. On va se rendre compte également que la France, à un moment, l'armée va faire rentrer un conteneur alimentaire, soi-disant, pour la base des Cornes. Mais les douaniers ont les creux et vont tomber sur 2 hélicoptères en pièces détachées. Donc, vraiment, la France a vraiment organisé à l'avance. Un conteneur n'arrive pas d'un instant à l'autre, tu vois bien ce que je veux dire. Oui, puis c'était en plus des conteneurs de l'armée, c'est bien ça venait du ministère de la Défense. Ouais. Alors là, en tout cas, ce que je sais, c'est que ce conteneur était un conteneur soi-disant d'alimentation pour la base de Port-Bouilly, la base de notre armée licorne, quoi. Alors, comme on fait maintenant pour le Rwanda, pour ceux qui ont suivi l'émission de Mediapart de l'autre jour, qui est en vidéo, sur le Rwanda, on sait qu'il n'y a pas besoin de plus de 30 bonhommes pour organiser... je veux dire, je n'incrimine pas l'armée française en bloc dans cette histoire, parce que on dit à des militaires, va là et fais ci, voilà, prends ton hélico, il va là, le mec il va, il obéit, c'est pas ce qu'il fait. Mais à la tête, il y a un état-major qui maîtrise la situation et qui, lui, sait exactement ce qu'il fait. Vous êtes d'accord là-dessus, je suppose? Ouais. C'est un peu comme une partie d'échecs que tu vois de haut. Si tu es une pièce dans ton coin, tu ne vois pas tout l'échiquier. Mais le joueur, lui, il voit tout. C'est à peu près ce qui s'est passé. Donc le 3 mars, on publie des femmes, tous les rebelles disent on va s'organiser. La France dit si vous voulez on vous aide, parce que vous n'avez pas d'abord de véhicules, vous n'avez pas d'hélicoptères, les autres ils sont à 500 km ou à 800 km au nord, on va faire comment? Parce que ça recrute dans le nord pendant ce temps-là, encore plus. Donc ça va les fédérer tous autour de la France et on va arriver au 27 mars. Le 27 mars, alors que Abidjan est toujours calme. Sauf que plusieurs amis français à moi qui y habitent ont vu quoi? Depuis quand même mi-décembre, il y a un gros air dans Abidjan et ils voient notamment descendre des taxis beaucoup de nordistes, comme on dit, c'est-à-dire des gens, on dit nordistes, c'est-à-dire des gens habillés un peu en boubou, habillés avec des gris-gris, des choses comme ça, quoi. Et en général, ils descendent par 2 ou par 3. Et jamais seuls. En général, ces gens-là vivent par meute. Donc en fait, ils sont en civil, mais ils rentrent aussi parallèlement, progressivement depuis 3 mois, petit à petit, dans un bobo. D'accord? Et ils vont rentrer aussi grâce à l'ONU, les dozos, les fameux dozos, là, cette espèce de secte de meurtriers qui ressemblent à des Robins des Bois, là, qui sont des tueurs abominables. Les fameux dozos, c'est ça? Les fameux dozos, oui. Alors là, j'ai bien retrouvé, puisque je connais des témoins. Eux, ils vont, fin décembre, ils vont s'arrêter en train depuis Bouaké à 70 km d'Abidjan, où là, ils vont sauter avant l'arrêt du train et à un endroit précis où des camions ONU les attendent. Et ils vont les emmener discrètement dans un bobo, des camions ONU, on n'y fait pas attention. On sent juste un gros d'air dans Abidjan. Et toi qui connais Abidjan, tu vois, c'est tellement grand Abidjan, la vie continue, les taxis fonctionnent, les magasins sont ouverts, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a déjà du monde dans Abidjan qui rentre petit à petit, et après ils se cherchent les uns les autres, et hop, ils rejoignent tous à Bobo. Il y a les dodos qui sont arrivés à Bobo, et il y a, donc le président Macron est au courant que quelque chose se prépare, enfin le président, oui, et à ce moment-là, il y a une intervention qui est prévue pour fin décembre,
et elle n'aura pas lieu, c'est bizarre, ils vont la reporter début janvier, le commissaire qui doit être du côté de Ouattara, dit on va la reporter début janvier. Bon, les policiers, les FDS, tout le monde a dit c'est bizarre, mais bon, après tout, hein. Et quand ils vont arriver tout début janvier, je crois un mardi, devant la mairie d'Abobo, surprise, ils se retrouvent face à plein de dozos et à des rebelles. Et ils voient IB d'ailleurs sortir d'un café à ce moment-là. Et ah oui, oui, donc tu veux, tout ce plan-là, on l'a organisé déjà avant les élections, puisque sinon, pourquoi est-ce que l'ONU aurait commandé les pompes funèbres quand même, hein, fait un appel d'offres aux pompes funèbres avant les élections, dans le journal. Ouais. Et deuxièmement, commander de la chaux vive, des palettes et des palettes de chaux vive. Pour des élections, je sais pas, mais en France on vous ferait ça, je sais pas, mais tu vois, c'est surprenant. Alors, on arrive au 3 mars, il y a la fusillade des femmes, qui a un double emploi. En France, on est épouvanté que Gbagbo ait osé tirer sur des femmes qui étaient en train de manifester. On nous montre d'ailleurs, moi j'ai vu sur TF1 des images où il y en avait plus de 2000 prises de très haut, et on voit avancer une espèce de cortège, là, c'est un peu comme si on était en hauteur et devant. Il y a des espèces, on voit de haut, de soldats qui sont avec des mitraillettes, qui sont devant, on comprend rien. Puis après, on passe des doubles, quoi, sur des femmes à terre, en couleur, alors que les premières images sont noires et blancs d'ailleurs. Bon, alors, le 3 mars a été l'enfer, puisque le gouvernement au courant de rien. Les femmes sont tuées, le scandale énorme en France, le nom de Gbagbo est associé maintenant à boucher et dictateur, avec Hitler. Comme Assad, en 3 heures de temps, il était devenu Hitler, quand ils ont lancé avec l'alerte chimique, là. Ah oui, oui, pour quelqu'un qui tue les médias, tu vois augmenter le ton et on leur suggère, dans l'oreillette, on leur suggère des noms, quoi. Tu vois, moi j'ai vu arriver le nom de Hitler associé à Assad pendant un instant, quoi. Oui, bien sûr, oui, bah oui. Ça, sur les chaînes, c'est vraiment une armée. Et d'ailleurs, Sarkozy l'a toujours dit, la communication, c'est une arme hyper importante. Elle a le même rôle à jouer que l'aviation par rapport à l'infanterie, puisque c'est l'aviation, et on va le retrouver à Duquet, qui ouvre la voie à l'infanterie. Vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr. L'infanterie ne passe qu'après l'aviation. Bon. Alors le 3 mars, il y a ce truc scandaleux, les rebelles se mettent tous ensemble, ils vont donc mieux s'organiser, répartir les tâches, répartir les futurs quartiers des Duquet, qui vont, parce que Duquet c'est énorme, c'est-à-dire c'est une ville, mais c'est très grand, mais en même temps, il y a des tas de choses à faire, il y a des obus à amener, il va falloir prévoir d'encercler la ville, de ne rater personne, donc il faudra des gens au centre et tout. Alors l'armée française est présente dans le Équai et va se retirer étrangement le 26 ou le 27 du centre-ville, parce que j'ai des amis qui y étaient. Bon. Et ça, la population est sur les nerfs, parce qu'elle sent bien que, tu sais, quand il y a un massacre dans l'air, ça se sent un peu, tu sais, comme des chiens qui hurlent à la mort, là. Ouais. Il y a quelque chose dans l'air, mais tu sais pas quoi. Ce sont des civils tout à fait normaux, on les décrit comme des miliciens, mais absolument pas. Et donc le 27 mars, il y a Ouattara qui est toujours à l'hôtel du Golfe, et une journaliste canadienne, et il faudrait retrouver la vidéo, vraiment à tous, si vous pouviez m'aider à retrouver cette vidéo, ce serait bien. Une journaliste de télévision canadienne vient en hélicoptère au nu, à l'hôtel du Golfe, et elle interview le porte-parole de Ouattara, c'est-à-dire à ce moment-là, en tout cas celui qui est disponible, le ministre de la Santé. Et il lui dit, ben madame, vous savez, on s'apprête à faire une fin épouvantable, ça va pas traîner, ça va être rapide, donc il est lui au courant de l'ensemble de l'intervention, jusqu'au 11 avril forcément, hein, dans les grandes lignes. Ça va être très rapide, vous allez être surpris, mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on installe la démocratie quand même. Et effectivement, là on est le matin, et dès le soir, mes amis qui sont postés au centre-ville de Duquet, le rescapé est devenu un ami après, ils sont une dizaine, envoyés par Charles Dégoudet là-bas dans un hôtel au centre-ville à peu près,
pour surveiller, parce qu'il est au courant, lui, qu'il y a quelque chose qui se trame, il le sait depuis à peu près le 11 mars. Donc, tu sais, il vaut mieux envoyer des observateurs, hein, quand même, sans rien dire, hein, le FPI est au courant, personne n'est au courant, il a fait son truc comme ça. Mais tu sais, c'est des jeunes vraiment gentils, qui ont aucune notion de stratégie, de rien du tout, donc, bon, ils sont là, ils regardent, ils vont se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent, d'hommes en particulier, mais après tout, compte tenu qu'il y a eu des massacres ailleurs, des choses comme ça, il y a beaucoup de transit quoi, de population, et c'est le 27 qu'ils vont réaliser, parce que tout le monde leur parle de viol, il y a des viols partout, et là, tout d'un coup, ils réalisent, la France, les chars français s'en vont, les hélicoptères français partent sûrement, dans le nord, ils vont, ils reviennent, ils se posent dans la campagne, plus loin, personne ne sait où exactement. Et là, ils réalisent d'un coup et ils appellent à des gens pour dire c'est fini. C'est fini. À 5h du matin d'ailleurs, à leur hôtel, les rebelles vont débarquer comme partout, hein, puis ça va très très vite, c'est carte d'identité, hop, voilà, a été égorgé sur place. Et mon rescapé, lui, n'a pas été égorgé parce qu'il avait tellement peur, comme tu le connais, c'est un gentil musicien, c'est pas un... Il avait tellement peur qu'il tremblait tellement qu'il ne savait même plus où il avait mis ses papiers, c'est une chance pour lui. Et il leur a parlé des quelques mots qu'ils connaissaient dans leur langue malaisée. Donc ils l'ont fait prisonnier, ligoté, etc. Et c'est comme ça qu'après, je le raconte dans un article, il va raconter tout ce qu'il voit, quoi. Et en quelques heures, partout où ils vont partir en pick-up, là, ils voient l'armée française, donc qui est déjà sur place avec tous les chars, qui leur fait des grands signes, et qui font des grands signes à tous les rebelles qui arrivent, quoi. Et puis, ils voient, par exemple, à leur pick-up, ils descendent, ils attachent un monsieur, un peu un idiot du village, et ils l'attachent par le pénis. Et puis, voilà, et puis après, ils l'abattent quand ils roulent, quoi, tu vois, ils le traînent comme ça, enfin, les choses que vous voyez en Syrie, vous les voyez de la même manière, c'est de la boucherie, quoi. C'est de la boucherie. Ouais, donc, le 28 mars, le 29 mars va finir de provoquer ce que vous avez vu immédiatement en image que la France adore nous présenter, c'est tous ces gens qui fuient sur les routes sans rien. C'est comme ça qu'on élimine les gens d'une zone, quoi. Et ils sont tous sortis vers le Libéria, ils se sont sauvés comme ils ont pu, les pauvres gens. Et ils ont pris la route du Libéria, où ils vivent maintenant en camp de réfugiés. Depuis 3 ans, vous vous rendez compte, depuis 3 ans, ils sont en camp de réfugiés. Ils n'ont quasiment rien, si ce n'est un peu l'assistanat de notre haut commissariat aux réfugiés, qui a pour objectif de les sédentariser relativement, de façon qu'ils ne retournent pas sur leur terre, parce que ce sont des paysans à qui on a volé leur terre en forêt, à qui on a volé leur terre partout. Et voilà. Et donc de là, donc ça c'est les 2-3 jours de massacre, immédiatement, donc ce qui se passe, c'est que dans la nuit du 27 au 28, les hélicoptères n'arrêtent pas de tourner, et on voit les lumières rouges là qui vont se poser dans des champs plus loin. Donc ils vont dans le nord chercher les rebelles, ils les déposent dans des champs plus loin, et là, les véhicules de l'ONU les attendent pour emmener les rebelles autour de Douekoué partout où il le faut. Pour être à 5h du matin, d'attaque, baoum, on entend un espèce de tir à l'obus, et c'est parti, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et on leur fait croire que c'est Gbagbo qui attaque. Ils ne voient pas qui tire le tir à l'obus. Mais moi je sais très bien que ça rentre dans notre processus de manipulation. Voilà, eux ils sont persuadés que Gbagbo est un fou, qui tue leur femme, et donc eux ils croient bien faire, parce que pour eux, à part violer et à part égorger les gens, ils ne pensent à autre chose, ils pensent que ça, c'est la justice. Ils le pensent toujours d'ailleurs. Donc là, la France est extrêmement complice, et je peux vous dire que c'est quand même terrible de voir que dans les rapports ONU qui ont été faits maintenant sur le terrain, ils font plus d'état des places de parking, quand on lit bien les rapports. Tiens là, il y aurait une bonne dans ce champ, là, à tel endroit, alors toi, c'est bien situé, hein, nord, sud et tout, là. Ben là, il y a une bonne place de parking pour un hélicoptère. Vous vous rendez compte? Ouais. On est là pour étudier des massacres, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des places de parking pour se poser. Dans les rapports ONU qui sont présentés maintenant à la Cour pénale internationale pour voir
ce que Gbagbo a fait, pour voir qui a tué Adéqué ou autre, quoi. Donc on voit vraiment leur stratégie. Et de là, immédiatement, alors ça va très très vite, sur Abidjan, la France décide de prendre la télévision le 31 mars. Ouais. La RTI, il faut préciser. Ouais. La RTI, la radio-télévision ivoirienne. Ouais. Il faut absolument la prendre parce que par la RTI, les gens ont toutes les nouvelles, donc ils n'ont pas besoin de s'effrayer, ils savent que s'il y a une attaque dans tel quartier, ça ne les concerne pas, ils ont toutes les consignes de sécurité, mettre les matelas dans les fenêtres, respecter le couvre-feu, etc. quoi. Ouais. Et là, donc, les Français vont prendre la télévision le 31 mars, et ils vont commettre une erreur lamentable, c'est qu'ils confient la télévision aux rebelles, ce qui fait que quand les Français vont prendre la télévision, mon témoin, quelqu'un que je connais bien maintenant, donc oui, ils vont réussir à s'enfuir par les barbelés qui entourent la télévision, et ils vont directement jusqu'à la résidence présidentielle où le président Gbagbo est. Et là, ils vont faire quelque chose sans se rendre compte, c'est avec du recul que je le dis, que ça va foutre vraiment Sarkozy en rogne tel, mais tout le monde pense qu'il est en rogne parce que les Français ont filé la RTI aux rebelles et puis qu'ils vont la retarder le lendemain matin contre l'armée régulière. Mais en réalité, c'est pas ça qui inquiète Sarkozy, c'est que le directeur général réussit à fuir, va filmer le président Gbagbo, qui va donc faire une déclaration dans le salon. J'ai expliqué dans un article exactement où par rapport à la piscine et tout ça pour qu'on puisse pas dire ah, elle invente, elle a copié ça ailleurs, non. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils vont filmer les 200 personnes dehors, enfin pas les 200, mais au moins 80 à 100 personnes qui sont dehors avec le président après. Ouais. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'à partir de ce moment-là, le plan de Sarkozy est foutu. Depuis le début, Sarkozy n'a jamais eu besoin ni d'aller à Adéqué. On n'a pas aidé les rebelles à aller massacrer dans l'Ouest. Mais on n'a pas non plus à bombarder. Or, à partir du lendemain, lui, il doit bombarder. Parce que dès que les images, puisque les Français confient les RTI aux rebelles, et le 1er avril, les militaires reprennent le contrôle de la télévision, ce qui fait que les images sont mises immédiatement, et là, Gbagbo apparaît, et avec tous les gens qu'il y a dans la résidence aussi. Donc à partir de là, du point de vue du droit onusien, nous n'avons pas le droit de bombarder puisqu'il y a des civils à l'intérieur, vous avez compris? Ouais. Il n'a jamais eu besoin de bombarder puisqu'il y a un tunnel depuis l'ambassade de France jusqu'à la résidence qui passe vers la piscine quand sous Béziers, quand il y avait eu la piscine de construite. Il ne voudra jamais, c'est pour ça que je t'ai envoyé même une photo du tunnel, il ne veut absolument pas qu'on parle du tunnel. Lui, il a un plan, il veut bombarder la résidence, mais aussi des points stratégiques, les étudiants dans les cités, etc., l'hôpital, ouais. où il y aura des blessés patriotes forcément qui vont se réfugier. Donc il a l'intention de bombarder, et il faut qu'il bombarde la résidence présidentielle pour tuer Gbagbo, toute la famille et les 200 collaborateurs. Ouais. C'est-à-dire écraser la résidence, et j'ai vérifié, parce que j'ai vu les missiles partout ils sont partis, j'ai demandé ensuite à des militaires, réellement ça correspond bien à un plan pour faire écrouler la résidence sur elle-même. Donc ils vont bombarder la résidence, mais comment on va faire maintenant? Parce qu'il y a les images de Gbagbo, on peut bombarder ailleurs, mais on ne peut plus bombarder la résidence. Eh bien, c'est simple, on fait une prise d'otage au Novotel d'Abidjan. Et on prend des Français. Et on s'en fout que ce soit des journalistes. Et c'est ce qu'ils ont fait passer en disant que c'était des proches de Gbagbo, des pro-Gbagbo qui avaient fait ça, quoi, en plus. Oui, alors il faut que je suis en ligne avec le Novotel au même moment. C'est pour ça que je t'ai envoyé des photos d'un couteau au chocolat que je te demande de garder précieusement parce que ça c'est une preuve. D'accord. 4 avril et bon. Et donc moi quand je suis en ligne ce jour-là avec quelqu'un dans le Novotel, et cette personne va me dire, en échange des photos justement, un couteau en chocolat, un
puisque un avocat en salade, puisque Vergès est venue et elle n'avait pas trop pour Vergès, cette personne, mais comme on ne peut pas se parler parce qu'on sait qu'on est sous surveillance étroite, elle le sait la personne, hein, qu'elle est sous surveillance étroite, pourtant ce n'est qu'un client. Hein. Ouais. Et bien du coup, oui, dans les mails, partout, ils avaient très très peur. Hein. Et de ce fait, on échange des photos, et tout d'un coup, la personne me dit, je ferme ma porte, les rebelles sont dans le couloir. Et là, en un temps, écoute, surréaliste pour moi, je lui réponds simplement sur Facebook, écoute, c'est pas grave, hein, moi je dois aller chercher mes cigarettes, parce que depuis cette époque, je fume, je bois du café la nuit pour tenir, puisqu'il fallait aider les gens en nuit des jours, et observer tout ce qu'ils vivaient aussi pour pouvoir ensuite continuer l'enquête et dire, mais attends, c'est quoi, pour vous dire aujourd'hui que Sarkozy est un monstre, que c'est un criminel de guerre qui n'avait pas besoin de bombarder, qui a toujours pu passer par le tunnel, qui a eu l'intention de prendre Gbagbo le 11 avril pendant que NKN était avec Ban Ki-moon à New York, et ce jour-là, c'était programmé, installé, verrouillé, agendé, et qu'il ne voudrait surtout pas que ça sache, quoi. Donc pour ça, il fallait que je reste des jours avec les gens. Et donc ce que je te disais là, c'était que, écoute, elle me dit les rebelles sont dans le couloir, je dis bon ben je vais acheter des cigarettes au village, je reviens tout à l'heure. J'arrive au village en moins de 5 minutes et je vois quoi? Des images de Stéphane Biripel. Alors tu sais, quand on s'y connaît un peu en montage, depuis j'ai vu un peu comment on fait les montages et tout ça, pour trouver tout de suite sur TF1 la bonne photo de Stéphane Biripel, pour, tu vois, je me dis c'est pas possible, là, et tout le monde dit c'est Gbagbo, on zappe sur toutes les chaînes, c'est Gbagbo. Alors moi dans le bistrot, il y a des militaires en civil et tout, puisque j'habite à l'époque à Camaret-sur-Mer, c'est le siège de la France-Afrique, des sous-marins nucléaires et tout ça, ils habitent là, à Camaret. Bon, mais il y a des tas de vieux copains d'enfance là-dedans aussi, je dis mais attendez, là c'est pas Gbagbo. Puisque je vous dis que c'est les rebelles, j'ai dit bon. Et ça me pose des ennuis d'ailleurs d'avoir dit spontanément, mais bon. Et donc, à partir de cet instant-là, il faudrait vérifier combien de temps après. Je pense que c'est 1 heure après que la France a pu prendre ce prétexte-là pour bombarder la résidence présidentielle. Et chercher à la faire écrouler sur elle-même. Comme il savait que Gbagbo était avec tous les gens, il ne pouvait pas, les images étant sorties, le 1er avril, il ne pouvait plus, il n'avait plus le droit onusiens de le faire. Tandis que si tu as des Français qui ont été renvoyés à la résidence Gbagbo, parce que l'ambassadeur de France dit tout de suite, nous le savons, nous avons nos informateurs, les otages ont été conduits à la résidence présidentielle Gbagbo. C'est complètement hallucinant ce truc-là. Et on va bombarder, et en nous répétant ça à la télévision, tous les jours et tout le temps, jusqu'au 11 avril, à la prise de Gbagbo. Ouais. Les otages, il faut aller les chercher, voilà, parce que sinon on n'avait pas le droit de bombarder avec des enfants de 2 ans dedans, des grands-mères de 90 ans dedans. Ouais. Et donc on va arriver au 11 avril, et là, alors là, ils vont passer par le tunnel, hein. Et bien évidemment, les Français passent par le tunnel pendant que les légionnaires se sont postés depuis la veille, etc., qu'ils minent partout, enfin bref, et les rebelles vont arriver derrière, parce que les rebelles, depuis le 28 mars, sont convoyés partout où il faut pour prendre les villes après Gbagbo. Voilà. Les villes de l'Ouest où il y a les pro-Gbagbo, quoi. Oui, toutes les villes, parce que Douekoué, donc ça c'est là où il y a eu un grand massacre, quoi. De toute façon, on le répétera jamais assez. En 2 jours. Ouais. Et on va... Quelque chose d'horrible, d'ailleurs, j'ai le témoignage d'une femme qui est en France maintenant, hein, une femme de pasteur. Elle était à Douekoué, après à la mission catholique et à Naïvli aussi, après, dans le camp qui a été fait et détruit en quelques heures en juillet 2012. Parce que ce sont des témoins, le procès a lieu 1 semaine après, et ils ont très peur, les pro-Ouattara. Ils veulent tuer tous les témoins. Ouais. C'est quelque chose, hein. Et donc le 11 avril, on prend Gbagbo, nous les Français, Ouais. on va les remettre à... Et d'ailleurs, oui, Gbagbo dit ce jour-là le matin, donc j'ai tout expliqué ça en détail, d'heure en heure, il va être obligé de remonter depuis ce qu'on appelle le bunker qui n'est qu'un sous-sol, comme l'a dit aujourd'hui Michel Gbagbo sur les ondes de RFI. Il ne faut pas dire un bunker, c'est un sous-sol. Mais toi, bunker, Hitler, ça va bien ensemble, quoi.
Et donc, c'est pas tout seul, ils sont obligés de remonter, parce qu'il y a trop de gaz, hein, parce que les Français arrivent avec des gaz lacrymogènes immédiatement par le tunnel. Et il y a tellement de gaz que Gbagbo répétera toutes les heures avec les autres, là, il leur dit, puisque il envoie Désiré Tagro, le ministre de l'Intérieur, avec un drapeau blanc après, un coup de fil échangé avec l'ambassadeur de France, Simon, là, le Barbouze, qui est suppléant de meurtre à Senlis maintenant d'ailleurs, et puis là, ils vont tirer sur Désiré Tagro, donc Désiré Tagro redescend, monsieur le président, on tire dessus. Alors là, Gbagbo dit, puisque c'est comme ça, qu'ils viennent me chercher. Puisque c'est comme ça, qu'ils viennent me chercher. Lui, il le sait qu'il y a un tunnel. Les Français arrivent, ils vont défoncer la porte. Tout de suite, un témoin va voir France 24, étonnamment, à la télévision, avec le caméraman qui va tout filmer. Et Gérard Longuet le répétera d'ailleurs à la télévision. Impossible, nous avons tout filmé, les images sont à votre disposition, mais ils ne montreront jamais ces images-là. Oui, il montrera les images du FRCI, voilà, on voit les rebelles, bien sûr. Bien sûr. Bah, ça sent le coup fourré, les images. Ça sent le coup fourré, ces images qu'on nous a montrées. Puisqu'elles ont été analysées par Théophile Kouamouo, les images en plus, et on voit que tout est fake. Tout Quoi. à fait. Oui, et là Théophile doit avoir plus d'éléments maintenant d'ailleurs. Oui, en plus, Il était sur le piste, donc il pouvait repérer que la première des choses, c'était le gilet pare-balles à l'envers, quoi. Ouais. Et il y avait des trucs étranges, quoi, un gilet pare-balles français. Ouais, gilet pare-balles français. Et puis, en plus, il a bien pris, parce qu'il y a eu un reportage, par exemple, il prend un reportage de France 24, un reportage de Arte. On ne nous raconte absolument pas la même chose dans les deux reportages. Dans l'un, on nous dit, oui, il n'y a personne au rez-de-chaussée. Dans l'autre, on nous montre des morts. Alors, il faudrait savoir, à un moment donné, soit il n'y a personne, soit il y a des morts. L'autre, le reportage de Arte, il va un peu plus au fond, parce qu'il va en dessous. Il nous dit que Gbagbo était pris en dessous, mais on voit la fumée incroyable, donc comme s'il y a une explosion, parce qu'ils sont juste après la chute, hein. Ils sont 2-3 heures après. Hein. Et même plus vite, hein, ils sont les hommes. C'est ce que voilà, toi tu me disais que le gars de France 24, il était avec le colonel français. Voilà. Oui. Il y était. Et d'ailleurs, il a sauvé la vie de mes amis. Des gardes du corps qui sont devenus mes amis ensuite, parce que ce sont des gens vraiment formidables. Mais ils sont devenus mes amis ensuite parce qu'ils m'ont reconnu dans la rue un jour, et c'était comme ça que c'est l'histoire, quoi, si tu veux, sinon je ne saurais pas. Et c'est aussi comme ça. Donc il y a une vidéo que j'aimerais retrouver, qu'un dénommé Claudius Quadmo a mis en ligne une fois, et je le dis intentionnellement parce que j'espère, j'ai déjà demandé, j'oublie de la mettre, mais elle est fondamentale pour le fixer. On voit sortir par ce qu'on appelle le bunker, par la cuisine, hein, parce que M. Gbagbo demande au garde du corps de partir juste avant. Donc il dit c'est à moi de terminer maintenant, hein. Il dit Gbagbo, partez les gars. Donc il part, et il passe par la cuisine, là il y a des rebelles, et il y a un rebelle qui leur dit, qui est très gentil d'ailleurs, et qui dit les gars, faites-vous passer pour cuisinier. Puis donc ils les délaissent, ils leur demandent leur arme de service, ils donnent leur arme de service, il n'y a pas de calache, hein, tu vois, c'est pas du tout ce qu'on nous montre, comme... Et il est même très gentil parce qu'il va lui laisser sa puce de téléphone à Franck. Et donc, il lui prend son téléphone, mais il lui laisse sa puce de téléphone, il les délaisse évidemment tout l'argent qu'ils ont sur eux, pour peu qu'ils en aient, enfin voilà. Et donc ils sortent, et ils lèvent les mains et ils disent on est les cuisiniers. Et là, le capitaine de Rolivois, moi je vois Franck, puisque maintenant je sais qui c'est, et Franck était à côté du président le 5 avril quand un hélicoptère français, alors que M. Gbagbo prend sa douche, va avec un sniper lui tirer dessus, et M. Gbagbo va continuer à prendre sa douche malgré tout. Ça, Franck m'a dit, là j'avais jamais vu ça, hein. Tu sais, j'avais la foi, mais alors là, j'ai dit, mais il était fou, il était quoi, il était sonné, M. Gbagbo? Il dit pas du tout. Il a fait comme si les balles n'existaient pas. Il a continué à prendre sa douche, puis après alors, il a enfilé sa chemise tranquillement. Et j'ai dit, il ne tremblait pas, parce que les boutons de manchette, enfin les boutons de poignet, là, c'est dur à mettre. Il dit, écoute, j'ai jamais vu ça. Là, je crois que c'est ce jour-là qu'il a acquis la foi, quoi. Et il a juste accepté, M. Gbagbo, de ne pas prendre l'ascenseur, parce que après, les Français tiraient sur l'ascenseur,
pouvait tirer sur l'ascenseur. Donc, mesure de sécurité, il a accepté de descendre au bureau pour travailler par l'escalier. Il a complètement ignoré les Français. Ce qui signifie aussi qu'il y avait forcément quelqu'un qui a donné l'heure à laquelle M. Gbagbo allait prendre sa douche ce jour-là, quoi. Ouais. Si c'était une heure régulière. Ouais, il y a eu une Il y avait forcément quelqu'un dans la résidence, quoi. Donc pour en revenir, on est au haut, on est dehors, et à ce moment-là, immédiatement, le capitaine de la Licorne, que tu vois en photo, qui porte des lunettes, qui a à peu près 45 ans, qui a un béret au nu, dit à un espèce de dodo qui est à côté de lui et qui le prend fraternellement par l'épaule, va me chercher les palmes de Siméonette, et les champagnes et les cigares et le sabre de Lorenzo. Et il dit à un autre, tue-les tous, ce ne sont pas des cuisiniers, tue-les tous, ce sont les dangereux snipers de Gbagbo. Et je sais que d'autres témoins m'ont confirmé depuis. Je crois que ça a été publié dans la presse l'année dernière, quasiment aujourd'hui, là tu vois, à peu près à cette période d'avril. Eh bien, des tas de gens sont venus me dire, oh mais vous étiez avec nous, on ne savait pas, vous n'avez pas vu dans la fumée. C'est de dire que la précision de mon témoignage est claire, quoi. C'est vrai ce que je dis. Je ne dis peut-être pas, mais il n'a pas menti du tout, Franck, quoi. Et ils l'ont assassiné d'ailleurs au mois de septembre, tu vois. C'est grave, ils ont réussi, je ne le nommais pas. J'aurais donné son prénom avant, je le dis parce qu'il est mort. Mais je te jure, j'ai dit madame en fait. Ouais. Ils n'auront mis que 4 mois à le retrouver, quoi. À retrouver qui m'avait parlé. Et donc, à ce moment-là, il invite donc le capitaine, invite ensemble les dozos et tous ces mecs-là à partir piller, va me chercher les champagnes et tout ça. Et donc c'est pour ça que tu vois des images avec un dozo dans la chambre de Simone Gbagbo, fouillé dans tes fringues et tout ça, et que tu vois les bouteilles de champagne et tout ça, les mecs ils sont tellement ravagés. Et il le fait le capitaine, il le sait très bien, il les connaît, il les maîtrise depuis 3 semaines, si c'est pas plus. Donc il sait très bien qu'ils vont l'oublier complètement, l'ordre de lui ramener ce qu'il a demandé, et ils vont tout picoler, quoi, ils vont se servir, quoi, ils vont piller. Donc c'est vraiment une affaire horrible. Et pendant ce temps-là, Simon, lui, quitte la résidence, Franck l'a vu, quitte la résidence, et il le voit sous ses yeux en train de discuter avec Koné Zakaria, le chef rebelle. Probablement que Simon est retourné dans le tunnel, vérifier qu'il n'y avait pas de preuves, à part malheureusement un garde du corps, et je salue sa famille, qui a été poignardé parce que lui, avec la fumée, il s'était réfugié là. Et il a fait le mauvais choix, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et donc il a été poignardé là, et sa femme, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, elle a été enlevée momentanément, et je crois qu'elle n'est pas morte, mais ouais. C'est une histoire complètement énorme, parce que vous voyez depuis le 3 mars, comment, du 3 mars au 11 avril, et pendant ce temps, NKM est à New York avec Ban Ki-moon, journée écologie. Donc elle s'occupe bien de Ban Ki-moon toute la journée, et à 19h ou à 18h, elle va à la Banque Rothschild. Ça, je le dis juste pour la petite conclusion. Ouais, comme ça, on va faire une petite pause après. Mais vas-y, dis-nous, la Banque Rothschild, tiens, comme par hasard. Mais c'est... Je l'ai trouvé dans le journal L'Express, elle avait trouvé le besoin de s'initier auprès de Ban Ki-moon, de faire des photos et tout. Je crois que c'est dans l'Express. Si vous cherchez sans Google, vous allez trouver. Ouais. Et moi, j'étais chez le Doubib et tu sais, il y a des revues, quoi, chez les Doubib, et je regarde, je tombe là-dessus par hasard, quoi. Je dis, merde, c'est pas vrai, quoi. 11 avril, NKM et avec Ban Ki-moon. Parce que Ban Ki-moon n'aurait pas supporté qu'on passe par le tunnel. Et alors, le 12 avril, ça c'est terrible, donc à partir de ce moment-là, les rebelles prennent tout le monde, tuent Désiré Tagro, prennent les ministres, tout le monde, quoi, et les mettent à poil, enfin en short, là, et les emmènent donc au golfe, où ils vont être torturés, humiliés, battus, etc. Ouais. C'est vraiment une affaire infernale dans la France cinéma. Donc là, imaginez, on bombarde les cités universitaires, on bombarde l'hôpital de Cocody, où, quand ils sont bombardés, les jeunes aux mains nues, qui sont restés en somme pas provoquer l'armée française du tout, l'aviation, mais au contraire,
rester dans la rue pour qu'on ne puisse pas les bombarder. Ils n'y croyaient pas. Combien m'ont dit, jamais on a pu imaginer que la France nous bombarde. Parce qu'on est dans la rue, là. On n'a rien dans les mains. Et ben, elle l'a fait. Ben, elle l'a fait. Et donc les blessés foncent au départ vers le... Moi j'étais dans un état affreux, hein. Je tremblais de tous mes membres, on était dans un état, c'est incroyable de bombarder comme ça nos propres amis, nos frères. La plupart des Ivoiriens qui sont en France, à peu près 38 je crois, ont des gens dans ce cerveau. Ah, bah là on t'entend plus du tout. Là, ça a coupé. Bon, bah, on va faire une pause de toute façon. Ah bah voilà, on t'entendait plus Claudine. Eh ben on fait une petite pause Claudine et puis on revient juste après. Comme ça on va essayer de voir pour rétablir le son proprement en attendant. Parce que tout le monde ne l'a pas propre. Ce que je fais, c'est que je raccroche et vous me rappelez bien comment faire. Si tu peux, non, tu peux rappeler, oui. Si tu peux toi, est-ce que tu peux rappeler sur le nôtre? Parce que nous, c'est plus compliqué de rappeler, en fait. Oui, donc ça fait combien de temps? On va dire dans une dizaine de minutes. Voilà. D'accord, ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah, on fait une petite pause, de toute façon vous l'attendez tous aussi, et puis on revient juste après, voilà la pause thé que vous connaissez bien, à vous la régie. Ok, donc voilà de retour, puisque vous le réclamez, il y a Ozzy qui réclame mon retour, mon cher Ozzy, et ben je suis de retour. On attend Claudine qui sera de retour avec nous, j'imagine, dans quelques minutes, et normalement il devrait plus y avoir de problème, on devrait pouvoir s'entendre normalement, enfin surtout pour vous, parce que je sais que c'était un peu pas trop perceptible pour la première partie, dans la deuxième, comme ça, normalement ce sera parfait. Voilà, oui mon cher Ozzy, parfait, synchro, tu m'étonnes. Il n'y a qu'à demander, j'apparais, c'est comme le génie d'Aladin. Et alors, je vois que ça a pas mal débattu en plus sur les chemtrails. Tout à l'heure, on m'a dit quoi, on m'a balancé, j'ai vu une vidéo, je sais plus que c'est qui disait qu'il y avait aussi des chemtrails en Russie. Bah ouais, alors je sais pas, ouais, ça, moi je peux pas ni affirmer ni confirmer, je sais pas. C'est Zach qui disait qu'il n'y en avait pas, qu'il y en a, alors je sais pas. J'ai vu en tout cas les déclarations d'un haut dignitaire américain qui disait la Russie est en train de faire capoter le nouvel ordre mondial. J'ai trouvé ça pas mal. En tout cas, si c'est le cas, j'ai trouvé ça pas mal. Bah ouais, s'ils sont en train de faire capoter le nouvel ordre mondial, moi ça quand même, ça me plaît. Enfin, on va voir jusqu'où cette histoire de Russie va aller. D'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre en direct les informations, ceux qui sont connectés sur le Facebook d'Alain Benajam ou sur son blog, il y a pas mal d'informations en direct sur l'Ukraine et voilà, il est très opérationnel sur cette affaire ukrainienne, et tous ceux qui veulent de l'info, vous allez sur le blog d'Alain Benajam, vous allez trouver pas mal d'infos dessus. Alors, je vais attendre que Claudine se connecte. Alors, Misty, elle me dit, il y en a partout, en Roumanie, dans tous les pays de l'Est. Bon, en même temps, oui, mais ils sont tous partis de l'OTAN. Alors, là, les pays de l'Est, Roumanie, Pologne, Pays-Bas, ce sont les nouveaux auxiliaires. Ah bah voilà, il y a Claudine qui est là. Alors, normalement... Oui, je peux attendre. Voilà, tu t'entends, Claudine. Oui, alors en fait, les auditeurs, enfin les téléspectateurs n'entendaient plus depuis combien de temps? Non, ils t'entendaient, mais on t'entendait pas très bien en fait. D'accord. Là maintenant, ils doivent parfaitement t'entendre. Normalement, le retour doit être parfait. Oui, je me permets juste de vous dire que si j'insiste à ce point pour vous répondre maintenant, on en est où en Côte d'Ivoire? C'est parce que c'est fondamental, une fois, et de l'enregistrer en plus, de bien décomposer la manière dont on s'y est pris pour pour tout préparer pour le génocide, puisque c'est un Rwanda bis qu'il craignait, et c'est vraiment ce qu'on a préparé. Donc on en était au 11 avril, et bien donc voilà, il y a l'arrestation du président, etc. Et de tout le monde, les 200 personnes, ils en ont tué, c'était quelque chose, une boucherie. D'ailleurs, Sidi, je ne sais plus comment, Boubacar, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, cinéaste important en Côte d'Ivoire qui se trouvait là-bas, a été sauvé par un soldat français parce que les rebelles allaient l'abattre sur place, comme d'autres.
Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, étrangement, et c'est à noter, le 12 avril, parce que un journaliste demande à Simon, il y a aussi une vidéo à ce propos, il est là, dehors, le journaliste arrive, comme tu l'as dit, 1 heure ou 2 après, il dit, bah alors, les otages, vous les avez trouvés? Ben évidemment, le journaliste français, c'est un Français, il croyait qu'on avait fait tout ça pour chercher les otages français. Ça, c'était la propagande qui a accompagné toute cette histoire depuis le 4 avril. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une ordure, c'est quelque chose d'inimaginable de voir une équipe comme ça, machiavélique, pondre son plan et l'étaler. Et donc Simon, d'ailleurs on voit, il est étonné sur la vidéo. Ah oui, c'est vrai, ah ben non, on les a pas trouvés les otages. En fait, il sait très bien, lui, depuis le début, qu'il n'y a jamais eu... voilà, il sait très bien qu'ils ne sont pas là, lui, forcément. Et, comment dire... ah oui, c'est assez sidérant de regarder cette vidéo et de voir toujours, d'ailleurs, son regard qui part en coin. Simon ne supporte pas... Quand il ment, il dérive toujours son regard. Et donc... autre chose de très important, le lendemain, le 12 avril, comment ça se fait que moi, je trouve dans Ouest France... donc puisque l'otage Stéphane Di-Ripel avait quand même un passé breton, donc on en parle, c'est sûr, tout le monde en Bretagne, et je vois quoi? Un article qui dit que la sœur de Stéphane Di-Ripel s'étonne, elle dit mais où est mon frère? Je le croyais à la résidence avec le président Gbagbo, elle dit bien avec le président Gbagbo, donc jusqu'à maintenant je ne m'inquiétais pas. Tu te rends compte ce que ça signifie? Ça veut dire que Stéphane Di-Ripel connaissait le président et que sa sœur s'est pas inquiétée jusque-là, puisqu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et d'ailleurs, moi, qui l'avais fait contacter via le Facebook de ce malheureux Stéphane Di-Ripel, par un autre ami, parce que j'avais quand même peur, donc qui lui a dit, voilà, j'ai une amie qui a vu, qui sait que ce sont les rebelles qui étaient dans le couloir, et elle ne va pas se manifester jusque-là, puisque elle est persuadée que c'est une affabulation. Elle est persuadée que il n'y a pas de problème, son frère a été exfiltré, et puis voilà. Et donc après, évidemment, on va continuer à nous jouer cette chansonnette jusqu'à l'arrivée de Sarkozy à l'investiture au mois de mai. On fera toujours semblant, et puis lui, on le voit avec le préfet blanc. Ceux qui connaissent, bon, il y en a qui savent cette information-là, mais je rappelle juste pour situer un peu, c'est Sarkozy qui avait marié Dominique Ouattara et Alassane dans la mairie de Neuilly lorsqu'il était maire. Alors marié, moi je ne suis pas sûr, il y a des controversions, mais en tout cas, il était ou marié, ou il les a mariés, ou il était témoin. Témoin, voilà. En tout cas, en tout cas, il est un très bon ami de Ouattara, du couple Ouattara, en particulier de Dominique Ouattara, il me semble, qui est très proche des milieux sionistes aussi, il faut le préciser. Alors là, j'avoue que je sais que je l'ai vu en vidéo avec des gens comme Douste Blazy, avec Bill Clinton, avec sa femme, avec des choses comme ça, mais pour le reste, c'est vrai que je la connais pas du tout. Mais il y avait un rapport de la DGRSE très intéressant sur elle, parce qu'elle est française, et c'est dommage parce que je le retrouve plus non plus, ce rapport de la DGRSE, mais il était public en 2011 et c'était le journal Le Temps en Côte d'Ivoire qui l'avait sorti. Mais honnêtement, je ne sais pas plus. Mais c'est fort possible, hein, puisque de toute façon, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Ils sont tous ensemble, quoi. Hein. Et il y a aussi un type qui va beaucoup compter dans cette affaire, c'est Gérard Haraud, que Sarkozy a nommé depuis quelque temps à ce moment-là à l'ONU, qui est un d'après Wikipédia, ex-secrétaire général à l'OTAN. Étrange de nommer un ambassadeur comme ça à l'ONU, et le gars était à l'OTAN avant. Et c'est Gérard Haraud qui va prendre la présidence. On a la présidence pour un mois, comme par hasard, au mois de mai 2011, et lui va promulguer une résolution pour sécuriser la politique de Ouattara. Alors là, immédiatement, c'est la chasse aux sorcières. Ils vont éradiquer, alors ils commencent toujours par les cadres,
Et ils vont jusqu'au bas de gamme, quoi, on va dire, enfin jusqu'au moindre militant. Hein, et ils vont tuer partout, partout. Ils vont prendre des gens chez eux. Je pense à un monsieur à Nanray, 60 ans. Lui, il gérait juste pour son secteur. Ça fait rêver. En France, on aimerait ça. Il recevait les énormes paquets d'affiches et puis il gérait les équipes, quoi, hein, de jeunes qui allaient coller les affiches. Et bien pour ça, on est venu le chercher chez lui un matin. Heureusement, son beau-frère est prêtre à Lyon et on le prend, ça va très très vite et on l'emmène, j'ai oublié où, dans un camp, hein, puisque ça devait être une école, quelque chose comme ça, donc ils ont tout réquisitionné dans la cour de l'école.